Peu importe où nos gens vivent ou se situent, je pense qu'il y a une grosse soif de réappropriation identitaire. Puis un des marqueurs identitaires principaux, c'est la langue. Exact. On récupère énormément la langue. Puis on s'identifie quand on parle Wendat, les gens savent que c'est notre langue puis qu'on est Wendat. Mais je vois que cet élan-là n'en balaye plus large aujourd'hui. Ça balaye toute la nation ensemble. Ça ne peut pas être fait par une seule personne, comme Marcel le dit. Ça demande énormément d'efforts. Ouais, Et moi... volonté aussi. Les Wendat ont cette volonté-là. Moi, au début, j'ai commencé à dire, faire revivre la langue Wendat, là, c'est peut-être un peu gros, un peu fort, mais j'ai dit, je vais y réfléchir, je vais en parler à mes collègues au CIERA, en particulier, Centre interuniversitaire d'études de recherche autochtone à Laval. Puis en parlant, j'ai dit, écoutez, si les Wendat nous invitent à Laval à collaborer avec eux, ça serait mal poli de leur dire non. C'est nos voisins, puis ils viennent étudier chez nous. Puis moi, tous ceux que j'avais eus dans mes cours, là, je trouvais des gens bien le fun. Puis j'aimais ça, je me sentais bien avec les gens. Je dis, bon, moi j'ai dit j'accepte. Parce que nous, le fait qu'on était peu de monde et puis qu'on avait un thème de recherche très, très pointu, qui était revitaliser la langue, je pense que c'est ça qui a contribué au succès de la RUC, au succès du projet Yawenda. Donc, c'était vraiment une tendance assez universelle et dire qui montre que la langue, ça fait vraiment partie de l'identité. Et quand on ne parle pas sa langue maternelle, là, parce qu'elle a cessé d'être transmise, beaucoup de communautés vont avoir un désir de la reconstruire puis de la faire revivre. Mais c'était un projet ambitieux par rapport à la langue, parce que c'était soi-disant une langue morte, c'était soi-disant une langue sans locuteur, c'était soi-disant d'un point de vue scientifique, c'est un projet qui va avoir changé la donne en anthropologie du langage, en linguistique, pour toutes les études sur les langues autochtones, dans la mesure où on ne parle plus comme ça. Oui, morte, mais on s'est aperçu, on dit plutôt une langue endormie de nos jours, parce que la langue n'est pas morte, parce que même si la langue n'était plus transmise aux enfants depuis, on ne sait pas très quand, mais depuis quand exactement, mais c'était au moins là, la fin du 19e siècle, tout ça. Mais quand même, il y avait, la langue avait été notée par l'époque des Jésuites, tout ça. Il y avait des grammaires, des dictionnaires, plein de matériel qui était du très bon matériel pour faire revivre la langue, la reconstruire. Puis il y avait aussi, moi je disais, dans l'esprit des Wendat, des gens de Wendake, leur langue, elle était là, même s'ils ne la parlaient pas, s'ils ne la connaissaient pas, ça faisait partie de leur identité. Moi, comme me disait Mireille Sioui, c'est Wendake, elle m'avait dit une fois, elle dit, nous autres, notre première langue, c'est le français, mais notre langue maternelle, c'est le Wendat. Et puis j'avais trouvé ça très pertinent, parce que je disais, oui, notre langue, c'est le Wendat, même si on ne le parle pas encore, on va le reparler. Puis il y a les matériaux pour ça. Là, Michel Gros-Louis, à l'époque, c'était lui le linguiste qui nous aidait beaucoup, puis qui nous faisait aider à trouver comment écrire notre langue, pour pouvoir l'écrire, puis la standardiser, choisir les symboles. Fait qu'on avait travaillé là-dessus, puis aussi standardisation de la phonétique de nos sons. C'est ça. Ça ne pouvait pas fonctionner sans l'Université Laval. Mais tu sais, moi, Linda, ce que j'ai trouvé génial, parce que je sais que tu as coordonné le projet, tu as été coordonnatrice dans ce projet-là.
dans ce temps-là. Moi, c'est que ça aurait pu pas fonctionner aussi avec une université, parce que des fois, c'est pas toujours évident, mais des fois, les gens de l'extérieur ne comprennent pas. Les gens ont une bonne foi de vouloir nous aider, mais souvent, ils veulent faire les choses à notre place, puis en voulant faire les choses sans nous consulter ou sans nous impliquer. On aurait pu être blessé, insulté, puis ça donnait l'effet inverse. C'est que ce qu'on a senti beaucoup, c'est moi ce que j'ai senti, puis je pense que tous nos autres compatriotes là, ont senti, c'est le respect que Louis-Jacques avait vis-à-vis de nous autres. C'est de ne pas vouloir nous faire mâcher les choses, puis de vous allez les mâcher, je vais vous aider à les mâcher. Si vous avez besoin de direction de quoi, je peux vous aider. On peut aller chercher des ressources, je vais gérer la partie plate, peut-être qu'il vous tente moins aussi, c'est le budget. Ou, je pense que l'université n'avait pas le choix de le faire. Mais pour moi, ça a été un des points tournants aussi, c'est le respect que cette personne-là a accordé au projet, à nous aussi comme communauté, de se prendre en charge là où on veut aller ensemble par rapport à ce qui fait partie de nous, qui est notre langue. Ça nous appartient, c'est à nous autres, ça, là. Puis moi, je pense qu'une des choses qui a fait vraiment la réussite de ce projet, c'est l'attitude. C'est cette attitude-là. Aussi, quand le projet Yawanda en 2006 a commencé à se mettre ensemble, avec le financement universitaire, c'est sûr que ça prend une ampleur, puis il y a beaucoup de monde qui ont pu travailler à ça. Je me rappelle, pour travailler fort en dehors, pour essayer de faire quelque chose, puis que surtout que ça fasse partie du sein du conseil, de dire, coudonc, faites donc quelque chose dans la communauté, là. Institutionnaliser notre langue, puis que c'est un droit qu'on a d'apprendre notre langue. C'est plus que... Ça va de soi de réapprendre notre langue. Aujourd'hui, quand on regarde l'ampleur qu'avec le projet Yawanda, ça a pris, c'est une arrêt de 5 ans, avec du financement de 1 million. Je pense que 1 million. 1 million. 1 million. Oui, puis aussi avec la part du département d'anthropologie de l'Université de ça a donné le coup de pouce qu'on avait besoin. Ouais. Ça a donné un bon coup de barre au projet. C'était sous un financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. C'est bien ça. Le fameux CRSH. Oui, oui. Et puis, c'était sous les financements, les alliances de recherche. Université, communauté. Oui. Moi, oui. Sous l'influence anglaise, je les appelle tout le temps communauté universitaire. Oui. Les fameuses ARU. Je me rappelle, en 2010, le projet Yawanda avait terminé en 2007 jusqu'à 2012. En 2010, on a commencé à enseigner le soir. Certains d'entre nous, les profs, on se lançait. Ça, c'était historique. On a commencé aux adultes. On devait commencer à l'école Wata, à l'école Tutaï, castor, qui veut dire castor avant, mais qui a changé pour Wata maintenant, qui veut dire érable. Mais je me rappelle, à l'époque, on a commencé à enseigner en 2010 dans des classes comme c'est ici, aux adultes. Puis les formations, là, c'était tellement populaire, les gens, c'était des groupes de 25, il a fallu en faire 3 groupes d'affilée parce que les gens n'arrêtaient pas d'appeler pour pouvoir prendre les cours de langue dans la communauté. Oui, dans ce projet-là, c'est pas juste les jeunes. Je pense qu'on a amené avec nous des personnes plus âgées qui étaient fières. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui nous disaient « Bon, je suis rendu trop vieux pour apprendre la langue. » Mais je trouve ça le fun que... Tu sais, il y en a qui voulaient, mais il y en a d'autres qui disaient « Ben, c'est peut-être rendu un petit peu trop tard là où je suis rendu, mais par contre, que les autres, que nos générations après puissent pouvoir l'apprendre, ben ça, c'est génial. » Oui. De ce groupe-là. Et qu'on était stressés d'enseigner. Oui. On riait avec lui, oui. C'est une personne âgée qui ne se calme jamais d'apprendre. On a eu à retoucher aussi la standardisation des écritures. Dans le cadre du projet Yawanda, il y avait des ajustements à faire. On n'a pas tout revu de fond en comble. On a fait des ajustements à la lumière de nouvelles données linguistiques parce que la revitalisation de la langue, c'est un processus évolutif. Là, tout n'est pas coulé dans le béton. Au fur et à mesure où on apprenait, il a fallu ajuster certaines choses. J'imagine que ça va être encore le cas.
on s'astinait, tu sais comment on s'astinait sur des affaires. Oui, encore. On a une réunion cette semaine, on va s'astiner encore. Puis là, finalement, ben, notre linguiste première, c'est une jeune Wendat maintenant, Mégane Loukaniec, qui est une Picard. Puis que c'est une autre personne qui m'inspire, moi, aujourd'hui, beaucoup dans son processus, son travail, son acharnement à travailler très fort, faire revenir la langue, puis son dévouement carrément, là. C'est qu'il faut prendre maintenant une autre tangente. Puis c'est ça maintenant qu'on est en train de faire au secteur de langue, parce que maintenant on a un secteur de langue au Conseil de la Nation qui est officiel. Et ça, c'est magnifique, ça ne l'était pas avant. Puis là, on dit, bon, OK, maintenant, c'est quoi? Bien, le développement stratégique, c'est de former des locuteurs. Et là, on est en train de développer un programme pour former des locuteurs. Si je dis, c'est comme si j'ai l'impression qu'on monte une montagne, là, puis le haut de la montagne, c'est on parle la langue un jour, tout le monde. Puis là, on gravite la montagne, puis on regarde la montagne, et on dit, il y en a donc bien encore, on ne se rendra jamais en haut. Mais là, à un moment donné, on se retourne de bord, puis on regarde. Non, mais c'est qu'on ne savait pas qu'on avait déjà monté tout ça, parce qu'on est tellement focusé sur ce qui reste à accomplir, qu'on ne regarde pas des fois tout ce qu'on a fait. Il ne faut pas que ça arrête, tu sais. Il ne faut pas que ça arrête quand nous autres, on va prendre de l'âge, puis il faut que ça continue, il ne faut pas que ça arrête, tu sais. Puis quand on voit il y a une belle là, gang de jeunes là, de notre communauté qui sont dans 20-30 ans, là, ils sont... Oui, puis ils sont là, tu sais, puis j'essaie de les encourager, puis on est plusieurs, tu sais. Puis il faut leur montrer à être fiers de leur culture, de ne pas avoir peur de s'affirmer, respectueusement, mais de s'affirmer, d'être fiers de qui ils sont, de leur origine. Parce qu'eux autres, il va falloir qu'ils continuent la job qui a été initiée, qu'on a pris de d'autres, qu'on a été un bout de main comme porteur, puis qu'eux autres, il faut qu'ils continuent à faire ce job-là. Oui, à porter. Puis un jour, ils vont avoir à le partager, ce flambeau-là, à d'autres. J'avais une collègue, Anna Berger, une linguiste américaine en Alaska qui travaille sur la langue aléoute, qui est une langue apparentée à la langue inuit, là, mais où il restait, il y a quelques années, je pense, 4 personnes qui parlaient encore la langue. Puis elle était venue ici pour une année sabbatique à Laval. Puis elle dit, c'est tellement beau. Elle dit, nous, une aléoute, quand il y a une des rares personnes qui parle l'aléoute qui meurt, c'est vraiment triste dans la communauté. Elle dit, au moins, quand il n'y a plus personne qui parle la langue, là, au contraire, c'est quand on voit les premiers qui commencent à parler la langue, c'est tellement le fun, c'est tellement joyeux. Donc ça, j'avais trouvé ça des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, mais oui, c'est vraiment une entreprise, une entreprise là, qui mettait tout le monde de bonne humeur.